On fait sauter tous les ponts. Sur toutes les routes, on ne comprend plus. Des obus sifflent sur la ville. 17h30. Le drapeau blanc est monté à la tour Saint-Georges. Le 3 septembre 1939, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. S'ensuit une drôle de guerre. Par sa situation géographique et son histoire, l'Alsace se trouve au cœur du conflit. Voici ce que note l'abbé Ritter à Sélestat dans son carnet en date du 17 juin 1940. Les troupes allemandes entrent dans la ville, colonne sur colonne, en chantant. Très bien équipées, voitures, sidecar, motocyclettes, il y a de tout. Le collège occupé, émotion. On prévoit des attaques, on entend le canon. Vous écoutez Sélestat, au fil de l'histoire. Une série qui donne vie au patrimoine. Conversations intemporelles. La Deuxième Guerre mondiale à Sélestat. Point de vue de la jeunesse. Le 22 juin 1940, la France signe l'armistice avec l'Allemagne. Avant même l'armistice, entre le 15 juin et le 26 juin 1940, l'armée allemande s'empare de l'Alsace. Sélestat est occupée. Mais depuis 2 ans déjà, les Sélestadiens se préparaient. En septembre 1938, l'abbé Walter, bibliothécaire, avait fait aménager dans la cave de la Halle au Blé un plancher provisoire pour y cacher la bibliothèque ancienne et les archives. 10 garçons d'école s'étaient chargés, sous la surveillance du bibliothécaire et de la concierge, du transfert des ouvrages précieux dans la cave. À partir du 18 octobre 1940, l'Alsace n'est pas seulement occupée, mais intégrée aux frontières de l'Empire allemand. L'administration du territoire se retrouve alors entièrement aux mains du régime nazi. Les Alsaciens sont considérés comme des Allemands et sont tenus de participer à l'effort de guerre au nom de la communauté du peuple allemand. Rapidement, l'occupation se traduit en Gleichschaltung, la mise au pas de la population. À Sélestat comme dans toute l'Alsace, cette mise au pas prend plusieurs formes. La germanisation et la nazification pour faire des Sélestadiens de parfaits Allemands. La langue allemande est imposée à tous et en particulier à l'école. L'alsacien est banni, tout comme le français, ainsi que toute référence à la culture alsacienne. À 11 ans, me voilà écolier du Reich. Il est bien entendu formellement interdit de parler français, même d'employer des mots couramment utilisés dans le dialecte alsacien. Notre petite sœur Michel, âgée de 5 ans, et n'ayant parlé que le dialecte à Beaune, a dû rester cloîtrée dans l'appartement plusieurs semaines en attendant qu'elle parle couramment l'allemand avant de descendre jouer dans la rue. Côté intéressant de cette scolarité, les parents nous encourageaient et même nous félicitaient quand nous racontions comment nous avions fait pleurer de rage nos jeunes maîtresses allemandes de 17-18 ans. Après Jean-Paul Hinn, un autre élève, Joseph Logel, raconte. Les cours commencent. En mathématiques, un jeune et fringant professeur allemand, portant l'insigne du parti à la boutonnière, se présente. Il salue « Heil Hitler » et inscrit son nom en grandes lettres au tableau. Otto Scharschmidt. Il se lance immédiatement dans son cours comme si de rien n'était, comme si nous avions toujours été ses élèves et que nous avions assisté à tous les cours précédents. En regardant autour de moi, je vis sur le visage de mes copains qu'ils étaient à la même enseigne que moi et que la classe allait bientôt s'endormir sous le flot des explications incompréhensibles de ce professeur allemand. La germanisation passe aussi par le nom des rues. Ainsi, Sélestat, devenu Schlestadt, a une belle avenue dénommée Adolf-Hitler-Straße. La nazification passe par un contrôle rapproché et permanent de la population. Comme dans tout État totalitaire,
Le parti est entouré d'organisations qui facilitent la mise au pas de tous. À chaque âge et à chaque genre, son groupe, où l'idéologie du parti nazi est martelée. Dès 6 ans, l'enfant est placé sous la surveillance du parti. Il intègre d'abord les Pimfeu, gamins, jusqu'à 10 ans. Puis, les jeunesses hitlériennes, le Jungvolk, jeunes Allemands, pour les garçons de 10 à 14 ans, puis la Hitlerjugend, pour ceux entre 14 et 18 ans. Le pendant féminin existe avec le mouvement des Jungmädel im Bund, qui prend en charge les jeunes filles de 10 à 14 ans. Puis le Bund Deutscher Mädel, Ligue des jeunes filles allemandes de 14 à 18 ans. Ces différents mouvements détiennent le monopole sur la jeunesse, devenant de parfaits vecteurs de propagande. Près de la moitié des Alsaciens intègrent sous la contrainte une de ces formations. Puis vient le tournant de 1942, un drame pour les Alsaciens. Le 25 août 1942, par décret, les Alsaciens sont contraints à effectuer leur service militaire dans la Wehrmacht. Cela concerne au total 19 classes, soit les jeunes gens nés entre 1908 et 1926. Toutes les familles peuvent être touchées. Écoutons le témoignage d'Alphonse Golling. Le jour du départ arrive. Mes parents m'accompagnent à la gare. Mon père me rappelle plusieurs fois sa devise. La tête haute. Kopf hoch. Ne te laisse jamais aller au découragement. On s'aperçoit rapidement que je suis alsacien. On me leste du pactage spécial URSS. Le pactage qui va si bien au malgré nous. Dans 48 heures, je serai face à la mitraille, face à la mort. Cette attente me terrifie. Je tremble de tous mes os. Et je ne suis pas le seul. Nous sommes tous repliés sur nous-mêmes. Des fœtus, casqués et sanglés. Tarsis Kuhn, lui aussi, est mobilisé. J'ai 16 ans. Et comme tous mes copains, j'ai été mobilisée en août 1944. On a pris le train à Sélestat pour Fribourg. Tarsis, le plus jeune des frères Kuhn, est incorporé de force comme personnel auxiliaire de la Luftwaffe. Tarsis Kuhn obtient une permission spéciale de 3 jours pour le décès de son frère René sur le front de l'Est, âgé de 20 ans, un mois après son incorporation de force. Tarsis ne retournera pas dans l'armée allemande. Il s'échappe et se cache dans les combles de l'hôpital de Sélestat pendant plusieurs mois, grâce à la complicité du directeur des lieux. Son frère aîné, Joseph, se cache, lui, pendant 2 ans et demi, dans une cave d'un village voisin. Il mourra en 1947 à 25 ans de maladies liées à son séjour prolongé dans la cave. Malgré les mesures coercitives et les risques encourus pour leur famille, ce sont près de 15 600 Alsaciens qui désertent l'armée allemande entre 1940 et 1944. Les Célestadiens tentent d'échapper à l'incorporation de force grâce au réseau de résistance et aux filières d'évasion le long de la frontière alsacienne, dans les Vosges. Les passages se font par le massif du Donon, l'école du Bonhomme et de Busan. Tarsis Kuhn, unique survivant des frères Kuhn, témoigne de son expérience de la Deuxième Guerre mondiale en tant qu'adolescent à Sélestat. On a dit que nous étions des lâches, parce que nous y sommes allés, sur ces fronts allemands. On a aussi traité mon frère, Joseph, de lâche, parce qu'il s'est caché plutôt que d'affronter. Au fond, nous n'avons vraiment pas eu de chance, nous autres Alsaciens. Si nous avions vécu dans la France de l'intérieur, nous aurions vivoté sous le régime de Vichy, nous serions tous devenus résistants vers 1944, et puis nous aurions traité tous les autres de boches, sans distinction, sans réflexion et sans complexe. Je livre là un jugement à l'emporte-pièce, je le sais bien, et je le reconnais sans peine. Mais j'estime en avoir le droit. Car depuis 1947, je défends la mémoire des miens.
Entre l'automne 1941 et l'hiver 1944-45, près de 127 500 Alsaciens-Mosellans sont enrôlés. Au total, 30 470 incorporés de force ne sont pas rentrés. Entre novembre 1944 et février 1945, Sélestat est sur le front entre les troupes alliées et les troupes allemandes. Les combats font rage. Les bombardements se suivent. La population se cache 3 mois dans les caves surpeuplées, humides, manquant d'eau, d'électricité, de nourriture. Jules Pfister se souvient. On se demande si notre libération sera pour demain. On ne parle que de cela, le cœur plein d'espoir. Tout le monde traîne les matelas dans les caves, on s'installe comme on peut. Le 1er décembre. Dans la soirée, des rafales de mitrailleuses provenant de la direction de Scherwiller laissent supposer que des avant-gardes américaines s'avancent vers la ville. Les Allemands se retirent jusqu'aux défenses anti-chars à l'ouest de la ville. Vers 23h, les premiers Américains arrivent jusqu'au vieux chemin de Châtenois. Puis ils se retirent. Un autre groupe arrive jusqu'au pont du Gießen. Et le lendemain, les Allemands font sauter le pont du Gießen, route de Strasbourg. Durant cette longue période d'affrontement, les bombardements entraînent d'importants dégâts dans Sélestat. De nombreux bâtiments sont endommagés. L'hôpital, l'école des filles, la salle Sainte-Barbe, l'hôtel de ville, les églises, ou détruits. 64 civils sont tués, victimes d'attaques aériennes, d'obus et de mines meurtrières. Entre 2 attaques, des jeunes célestadiens sortent de leur cache à la rencontre des soldats. André M. témoigne. Dans le quartier du Sand, 12 soldats américains occupaient le premier étage de notre maison. Un jour, ils me demandèrent s'ils pouvaient installer un mortier dans notre cour. Grâce à mon accord, ils me laissèrent de temps à autre glisser les obus dans le canon. Le 11 février 1945, tout danger allemand est écarté. Ce dimanche-là, une cérémonie militaire a lieu place d'Armes. C'est l'occasion pour les jeunes femmes de revêtir leur costume alsacien, symbole de leur identité retrouvée. Simone Beugelot avait 20 ans. Elle se souvient. Figurez-vous que ma mère, elle avait fait ma jupe à partir d'un drapeau allemand, parce qu'il fallait acheter du tissu, et puis on n'en trouvait pas. Alors on a coupé dans un drapeau allemand pour me faire une jupe. Et puis ma mère est allée exprès à Strasbourg pour m'acheter un grand nœud. La fête de la Libération, en mars 1945, marque officiellement la fin de la guerre. Pour autant, Sélestat va mettre du temps pour panser ses blessures. La ville est marquée physiquement par ces combats et des mines continuent d'exploser, fauchant encore des vies. Sélestat fait partie des 26 communes du Bas-Rhin à être décorées de la Croix de guerre 1939-1945 en raison de leur noble attitude sous l'occupation ennemie. Vous venez d'écouter Sélestat, au fil de l'histoire. Nos remerciements vont à Sandrine Rueff et Cyril Leclerc qui ont initié cette série. Nadège Cardo, Anne-Laure Fabre, Laurent Nass pour la richesse des savoirs partagés. Un podcast original de Sélestat, ville d'art et d'histoire. Avec la voix de Léa Minot. Texte, Marion Augustin. Réalisation, Caroline Le Bossé. Un podcast produit par le studio Ose. À bientôt pour plonger dans de nouvelles histoires oubliées.